l'arbre est en fait un embêtement, l'arbre il n'a pas sa place où les machines elles sont. Et puis en fait, voilà, ça j'ai l'impression que ça reste très fort dans le milieu agricole. Déjà, les gens ont un peu des réticences peut-être à replanter des arbres. Et le moment où on a envie de replanter des arbres, du coup on a perdu les connaissances, souvent parce que ça a sauté d'une ou deux générations. Quand on est agriculteur dans des systèmes on va dire conventionnels, habituels, et qu'on a un arbre au milieu de sa parcelle, alors d'abord, souvent, il nous embête pour les histoires de mécanisation, mais après aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à côté de cet arbre, ça ne pousse pas. Voilà. Alors, hein, entre cas de figure, on était en Alsace, hein, vignoble merveilleux, des vins somptueux, et puis on leur dit, ben voilà, ben, il faut mettre des arbres dans les vignes. Et puis les gars, ils nous disent, mais regardez, les forêts à côté, elles sont en train de crever. Comment vous nous expliquez que des arbres vont permettre de nous aider dans les vignes? Enfin, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors, l'agroforesterie, c'est un néologisme, un terme moderne pour quelque chose qu'on a très longtemps pratiqué, surtout avant la mécanisation, puisqu'à petite échelle, on devait faire de l'agriculture avec un minimum d'intrants énergétiques. On n'avait pas de machines à disposition. Donc on avait mis en place des systèmes de culture très efficaces où la composante arbre était très importante. C'était donc les systèmes agricoles du passé où on était aussi axé sur l'autarcie, où la production fruitière côtoyait la production céréalière, par exemple, et élevage. Et tout ça, ça se mélange ou ça se complète de manière idéale lorsqu'on a la composante arbre. Partout, on peut vraiment mettre en place des systèmes agroforestiers. Les arbres ont besoin de quelque chose comme 50 cm de précipitation pour déjà pouvoir se mettre en place. Les mycorhizes, c'est les petits organites qui se forment, les relations qu'il y a entre les plantes et les champignons. Hein, que le système racinaire d'une plante se prolonge par un système mycorhizien, un système de mycélium, de champignons, hein, qui vont explorer le sol avec une dépense énergétique presque 100 fois moins importante que le font les racines. Donc pour une plante, c'est normalement beaucoup plus avantageux d'explorer le sol par des champignons que par ses propres racines. Hein. On a commencé à essayer de voir le taux de mycorhisation, alors que c'est une donnée factuelle qu'on a eue que dans nos plantes aujourd'hui ne sont pas aussi bien mycorhizées que nos plantes anciennes. En plantes anciennes, on a comparé des blés des années 70, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est des blés qui ont 50 ans. Hein, ces blés-là, ben, quand on les cultive, ils se mycorhizent spontanément dans le sol. Et dans les blés modernes, quand on les cultive, ben, ils ne se mycorhizent plus. Hein, il n'y a plus de champignons. Donc tous les apports que peuvent apporter les champignons mycorhizés ne sont plus là. Sauf que quand on apporte, enfin voilà, quand on apporte tout ce qu'il faut à une plante, et ben en fait, elle n'a plus de problème d'exploration du sol. Le sol est très travaillé superficiellement, il y a tous les engrais, tout ça. Donc finalement, elle se développe sans mycorhize. Et tous les systèmes de sélection végétale que l'on a réalisés dans certains cas de figure, dans des milieux où il n'y avait pas besoin de mycorhize, finalement a abouti à ce que cette fonction qui n'est plus utilisée par les plantes se désélectionne. Quelque chose qui n'est pas utilisé dégénère, en fait, hein, tout simplement. Et donc, on s'était dit au début, c'était ça, quoi. Donc, il faut qu'on retravaille sur des. Ben voilà, quand on dit ben, aux producteurs de blé, on va retravailler sur des blés anciens. Alors, le niveau de productivité des blés des années 70, c'est pas tellement ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc, dire, bon alors, ouais, bon, voilà, on va faire de l'agriculture à grand-papa, quoi. Non, non, il y a un truc en sens, ça marche pas, quoi. Jusqu'à ce qu'on tombe sur cette étude, il y a 3-4 ans, là, qui nous a expliqué qu'en fait, dans toute la partie européenne, on a une trame mycorhizienne. Toutes les trames mycorhiziennes, les champignons du sol, évoluent avec la végétation vers ce qu'on appelle un climax, un état stable. Et cet état stable, chez nous, il est ectomycorhizien. C'est un nom un petit peu compliqué, mais c'est
tous ces champignons des bois, les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, les lactaires, tous ces champignons qu'on aime bien manger, les truffes, tout ça, c'est des champignons qui sont sur des forêts adaptées au froid. Et il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, ce sont ces champignons-là qui étaient les seuls qui pouvaient coloniser nos espaces. Voilà. Et toutes les plantes que l'on cultive, en dehors du châtaignier, des arbres vraiment forestiers, elles sont endomycorhiziennes, une autre trame de champignons. Et aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, c'est que dès qu'on plante, quand on voit, dès qu'un chêne pousse, par exemple, ectomycorhizien, il ne va pas du tout être compatible avec les trames de champignons de nos cultures. Hein. Et d'où la difficulté. Ils ne sont pas sur le même réseau. Hein. C'est comme quand on a un réseau, enfin une plante, un Mac et puis Windows, comment ça s'appelle les autres là, voilà. Windows, et qu'on n'arrive pas à les connecter parce qu'on n'a pas les bonnes prises, quoi. Hein. Et on n'a pas des bons connecteurs. Aussi, on en a, alors quelquefois, on peut trouver des plantes qui toi, permettent… t'es endo, t'es ecto, toi. T'es endo, tu es ecto. Pas hectolitre, hein. Voilà. Mais attention, on est sérieux. Oui, mais voilà, c'est pour ecto. Pour avoir des ectos, il faut planter des endos. Hein, voilà, ah ouais, ça, par contre, ouais. Elle n'est pas de nous, celle-là, mais elle est bonne. Voilà. Et donc, les plantes, nos plantes cultivées ont besoin d'une trame particulière qui n'est pas la trame de nos forêts. Voilà. Par contre, certains arbres, et notamment dans les arbres fruitiers, notamment dans les plantes fixatrices d'azote, les arbres et les arbustes fixateurs d'azote, vont favoriser la trame endomycorhizienne, celle de nos cultures, celle de nos légumes, celle de nos céréales, celle de l'herbe de nos parcelles, de nos espaces, de nos zones d'élevage. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on voit des forêts qui meurent parce que les trames ecto ne sont plus adaptées au climat actuel. Donc, il y a des études par l'INRA et tout ça qui montrent qu'on a des massifs entiers de forestiers qui vont disparaître et qui sont en train de disparaître. Et puis, une nouvelle forêt est en train d'émerger. Une forêt qui se construit à partir de la ronce. Et la ronce, elle transforme, ça fait partie justement de ces plantes-là qui permettent de se connecter des deux côtés, hein, et qui vont transformer les trames endo et ectomycorhiziennes en trames endomycorhiziennes. La ronce a mal aimé, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, nous, on a commencé à comprendre le rôle qu'elle peut jouer. Et puis, on a aussi commencé à trouver d'autres plantes qui peuvent jouer ce même rôle, le houblon, quelquefois la vigne, les arbousiers. Enfin, dans chaque écosystème, on peut trouver d'autres plantes qui ont ce même rôle que la ronce et qui peuvent permettre de faire du lien pour faire transformer une trame en une autre. Et le boulot, une trame de champignons, c'est tout un type de vie de sol particulier qu'il va y avoir. Alors, pour faire une comparaison, donc, les trames des fromages, si je prends un Saint-Nectaire d'altitude, ce Saint-Nectaire, en fait, aujourd'hui, il faut que je le transforme ici dans une tome ducose, hein, donc une autre composition microbiologique. Et ce qu'on doit faire, aussi un peu plus haut, c'est à Roquefort, en bleu. Hein, voilà. Transformer une tome en bleu. Hein. On se rend compte on voit que ce n'est pas possible. C'est hyper compliqué. On ne va pas pouvoir transformer un fromage, une communauté fongique, biologique, bactérienne en autre chose. Hein. Pourtant, c'est compliqué à faire, mais il y a des processus qui permettent de le faire. Et la ronce fait partie de ces processus. Et les systèmes mis au point par TCS, par Conrad, par toutes ces personnes qui commencent à faire, François Mullet, et les autres. Voilà, et qui permettent de remettre beaucoup de vie, de commencer à travailler avec des plantes peu mycorhizées, des crucifères, des choses comme ça, de remodifier, hein, d'ôter un peu les germes qu'il peut y avoir dedans, travailler avec certaines céréales, l'avoine, les seigles, qui vont aussi détruire un petit peu le style, les types de champignons, hein, toutes ces plantes qui vont avoir une action un petit peu fongistatique ou des trucs comme ça. Et ensuite sur une page à nouveau blanche,
de redémarrer quelque chose d'autre et d'inventer finalement la forêt de demain. Et cette forêt de demain, c'est quoi? C'est une forêt donc endomycorhizienne, des arbres forestiers endomycorhiziens, des arbres fruitiers. Et comme dans notre alimentation, tout ce qu'on aime bien manger, c'est quasiment que des plantes endomycorhiziennes, en construisant des écosystèmes, donc des vergers, des jardins forestiers de fruits, de céréales, de choses que l'on aime bien manger, en fait, on va permettre d'implanter sous nos latitudes des écosystèmes capables de réagir, de s'adapter et de s'amplifier grâce au réchauffement climatique. Et les systèmes agroforestiers endomycorhiziens de demain seront la norme, puisque quand on a regardé ce qui s'est passé dans les systèmes agroforestiers asiatiques notamment, aux mêmes latitudes que nous aujourd'hui, mais ils sont restés dans des cultures agroforestières depuis 12 000 ans, depuis que l'humanité, depuis que les civilisations se sont créées. Ils ont, eux, déjà des trames mycorhiziennes qui sont 50% ecto, 50% endo. Et nous, on est resté sur du 95 ectomycorhizien chez nous. Et eux, ils ont déjà une espèce de trame mixte. Et c'est cette trame mixte qu'il faut qu'on arrive à mettre en place pour qu'il y ait une bonne compatibilité entre nos plantes cultivées et puis le milieu sauvage qui est autour, le milieu forestier. Donc, ce n'est pas du tout de laisser faire la nature, là, c'est de, quand on parle même de régénération naturelle, on l'a dit, assister, c'est-à-dire en y semant, en y plantant ces plantes, ces arbres endomycorhiziens, très compatibles avec nos cultures, mais qui sont ceux qui émergent spontanément grâce aux ronces dans déjà des secteurs où dans ce qui est en train de mourir est en train déjà de naître ce qui va être la forêt de demain. Alors un arbre, ouais, ça peut apporter, c'est vrai que c'est énorme, ça veut dire que ça peut apporter une structure, ça veut dire une cachette, ça peut apporter une source de nourriture aussi. Donc les arbres, même dans des milieux ouverts, sont très importants en fait comme refuge pour la petite faune par exemple. Donc ça permet, par exemple dans des zones agricoles, la présence d'arbres, d'avoir des espèces qu'on n'aurait pas en fait, dans des zones totalement nues, sans structure. Ça, c'est clair. On ne se rend pas compte, mais dans nos paysages agricoles, il y a énormément de haies, d'arbres isolés qui ont disparu, ou de petites surfaces en jachère, d'ourlets. Et puis, en fait, on peut faire revenir ces éléments sans perdre beaucoup en termes de production agricole, encore une fois. Et puis, ça a un énorme effet, en fait, sur la biodiversité en général, sur les espèces spécialisées des zones agricoles. Die Nachteile sind nur organisatorisch, nur technisch, sagen wir. Das ist, weil man mit einem Agroforstsystem nicht einfach wie vorher überall mit der Maschine hingehen kann. Man muss es organisieren, damit man natürlich immer noch mit Mechanisierung arbeiten kann. Alors, après, tout le monde dit, ouais, ça m'enquiquine, c'est truc comme Pépé. Non, c'est pas le truc comme Pépé. Hein. C'est quelque chose de très révolutionnaire, évolutionnaire, une grande évolution. Hein. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on fait? La technicité, comment on adapte son mécanisme. Et moi, j'ai hyper confiance au génie humain. Hein. Parce qu'on veut rentrer, parce qu'on veut le faire avec des trognes, on va trouver les moyens de vivre avec, de mécaniser les choses, de l'utiliser, de le rentrer dans sa ration alimentaire pour ses vaches. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on veut que ça va rentrer. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut quelque chose que la science, la technique, le génie se met en place pour que le truc rentre dedans. Hein. Et ce n'est pas parce que la technique existe qu'on va l'utiliser. Hein. C'est tout le contraire. Et donc, si on veut des trognes, on arrivera à mettre en place. Et là, c'est des gens qui expérimentent, qui le font ensemble, les agriculteurs qui entre eux, ben voilà, moi j'ai essayé ça, ça ne marche pas, moi j'ai fait ça, ah ouais, là, tac, on se donne des idées et on avance ensemble. Et le génie, et c'est là aussi où on retrouve du goût à son métier, quoi, parce qu'il ne s'agit pas juste de suivre une recette, il s'agit d'inventer une recette, d'être créatif et d'avancer ensemble. Et ça donne le punch. C'est vrai que l'agroforesterie, on peut la pratiquer qu'on soit en conventionnel ou bien en agriculture biologique. C'est un processus qui prend du temps. En tout cas, pour nous, vraiment, ça a pris presque 3 ans de maturation entre le début, peut-être même 4 ans entre le début et puis la fin, donc la plantation, qui est le début d'une autre étape.
Planter des arbres, déjà, ça coûte assez cher. Ensuite, c'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Les rangées d'arbres ont été plantées à 27 mètres de distance, ce qui permet de faire 9 passages de semoir. Et puis, on a mis 2 mètres pour la lignée d'arbres. Donc, avec ça, en fait, on n'a pas de souci pour le passage des machines, même pour le passage des moissonneuses-batteuses. Il faut juste au bout de la ligne, au bout du champ, ils ne vont pas mettre des arbres trop serrés pour pouvoir passer à cet endroit-là. D'après ce calcul d'Agridea, au début, les 8 premières années, donc là, vraiment, les coûts de plantation plus les coûts d'entretien, en fait, ils sont bien supérieurs aux gains financiers qui est grâce aux arbres. Ensuite, de la 8e à la 16e année, il y a une espèce d'équilibrage qui arrive, et à partir de la 16e année, en fait, là, il y a un rééquilibrage, et en fait, on va produire plus. Et puis, du coup, donc là, on pourra produire des fruits, on pourra produire du bois, et puis les produits de la production céréalière. Donc, à partir de là, ça se rééquilibre, et puis plutôt vers le haut, donc avec un gain, avec des cultures associées entre des arbres et des cultures. Donc là, effectivement, en tout cas, durant les premières années, ça implique plus de coûts que de bénéfices. Mais ça pourrait changer, parce que je sais que dans certains cantons romans, il y a des subventions qui sont faites exprès pour l'agroforesterie. Mais pour l'instant, ouais, les subventions sont pas... Nous, par exemple, on n'a pas de subvention spécialement pour l'agroforesterie, mais que pour les arbres fruitiers. Donc voilà, je dirais qu'il y a cet aspect-là où je pense qu'il faudra quand même mettre des subventions quand même importantes pour disons, lancer un petit peu une dynamique de plantation. En tout cas, moi, dans ma formation, j'ai pas eu, on m'a pas présenté l'agroforesterie. On nous a présenté du coup les paiements directs qui pouvaient être gagnés par la plantation d'arbres fruitiers, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'entrée en matière par rapport à l'agroforesterie. Laissez-moi réfléchir, parce que planter un arbre, c'est bien, mais si on plante des millions d'arbres de la même espèce, c'est un problème. Donc, il faut associer la notion de planter un arbre à la notion de créer un système vivant adapté au lieu. Et aujourd'hui, on reconnaît la valeur des noyers non taillés, parce qu'ils font de l'ombre aussi, c'est une prestation. Et les champs de céréales en France commencent à être occupés par des noyers, parce qu'on a besoin d'eux pour faire de l'ombre. Autrefois, on n'aimait pas qu'ils fassent de l'ombre. Aujourd'hui, on fait appel à eux pour ça. Oder eine andere Größenordnung. Und die Hecken sind nicht nur eine Baumreihe, das ist ein geschlossenes System, das eigentlich Leben beherbergt. Dann kommen Einzelbäume, dann kommen Waldränder, die die Landwirtschaft einfließen. Und eine Größenordnung wäre zum Beispiel, dass für jeden landwirtschaftlichen Betrieb etwas wie 10% der Fläche wieder mit Bäumen bepflanzt ist. Nicht nur wilde Bäume, aber natürlich auch Obstbäume, Nussbäume und so weiter, die eigentlich auch multifunktionell sind. Aber wichtig ist vielleicht eine Größenordnung von 10% in Form von Gehölzpflanzen, Hecken, Bäume, Waldränder, damit diese Böden wieder regeneriert werden können und bereichert werden können mit den hydrologischen Kreisläufen. Ces arbres-là, donc bien sûr, alors chaque fois qu'on les coupe, des racines meurent, ça met de l'attaque, et bien sûr, sous ces arbres, c'est ouvert, beaucoup plus longtemps. Ça pousse mieux sous les arbres qu'ailleurs, dans ces zones désertiques qui ont 200 mm d'eau par an. Hein. Alors, le truc, hein, l'indicateur de résultat, hein, c'est l'indicateur bouché, hein, c'est 2 steaks de vers de terre par 2 steaks hachés de vers de terre par mètre carré. Hein. Il faut arriver à avoir de l'ordre de 200-250 grammes de vers de terre à l'hectare. Ça, c'est l'indicateur que le sol est suffisamment relancé, suffisamment vivant
pour commencer à envisager efficacement des concepts agroforestiers. Tant que ce boulot n'est pas fait là, tant qu'on n'a pas de vie dans le sol, on peut, mais ça sera plus compliqué. Et au début, je pense qu'il vaut mieux consacrer l'essentiel de son énergie à retrouver un sol vivant. Et voilà. Donc cette poule, elle mange moins de grains, Il y a des abeilles au-dessus de sa tête, il y a des chauves-souris, il y a de la chouette qui passe. Donc, tout ça pour dire que dans ce parcours agroforestier, il y a une biodiversité invraisemblable, il y a une productivité qui est plus grande, de 8 à 10%, une consommation d'aliments en moins, un animal qui n'est pas stressé, le bien-être animal, etc., un paysan heureux. Et puis, du coup, derrière, il y a des pommes, ou il y a des poires, ou il y a des figues. Hein, et l'idée, c'est, tu le disais et tout des à l'heure, cerises et des abricots, il n'y en a pas une de trop. il n'y en a pas toutes une les de trop. mettre. Hein. Et aujourd'hui, donc, on sent aussi les limites de notre système. Par exemple, cette année, dès le mois de décembre, il n'y avait plus un plan de disponible. Ou alors des plans vendus au détail, quoi, mais par rapport à nos chantiers de plantation. Donc, aujourd'hui, la limite, c'est qu'on n'a pas suffisamment de pépiniéristes, quoi. On n'a pas suffisamment de pépiniéristes dans du matériel végétal local adapté à chacun de nos biomes, à chacun de nos écosystèmes. Et bien conformé. Voilà, et conformé. Et puis, on veut pas du plan on veut du plan qui fasse 40 cm de haut maximum, en racine nue. On veut qu'il soit élevé à la dure, hein, pour que quand on le met, qu'on ne soit pas obligé de l'arroser, tout ça, et qu'on ne perde pas. Voilà. On veut des plans qui ne soient pas des plans. On achète des plans aujourd'hui, il faut qu'ils fassent 2,50 m de gros, qui ressemblent déjà à des arbres. Mais si on les arrose pas, ils crèvent, quoi. Non, on veut des choses qui soient petits, rassis, costauds, des gros collets. Hein, et donc, voilà. Et aujourd'hui, ce métier de pépiniériste agroforestier, il y en a un petit peu, mais plus pas suffisamment par rapport aux besoins que l'on peut avoir. Les noyers, par exemple, il y avait des ruptures de stock dans toute l'Europe, conventionnelles ou bio. On peut avoir des dérogations, mais même là, donc ça a été compliqué. Les châtaigniers, la même chose. On a besoin rapidement de 2 nouveaux pépiniéristes par département en France. Voilà, hein. Il en faut 200 demain, hein, parce que l'an prochain, j'ai déjà passé une partie de mes commandes pour mes plantations 2022-2023. Hein, voilà, donc on a besoin de 2 pépiniéristes de plus par département. Par rapport à l'urgence climatique, la Terre a perdu ce qui lui est le plus précieux, c'est les arbres. Et ce qui est urgent, c'est de lui redonner assez d'arbres pour lui redonner la protection naturelle nécessaire. Donc on est vraiment dans une dynamique intéressante et c'est dommage de perdre du temps. Les choses sont connues, on sait comment faire. Allons-y, c'est presque jubilatoire lorsqu'on assiste à ces conférences et des gens qui ont envie de sortir tout de suite et de mettre ça en œuvre. Donc il n'y a plus tellement de freins. Les freins, c'est plutôt ceux qui n'ont pas encore compris, mais c'est toujours un peu comme ça. Il ne faut pas attendre que tout le monde ait compris. Il faut vraiment aller de l'avant et les forces dynamiques sont les plus intéressantes. C'est le pas de la transition le plus facile à faire, c'est de réintroduire l'arbre. Et en tout cas, l'arbre fruitier. Une action va nous transformer comme êtres humains, c'est celle de planter des arbres, parce qu'ils ont besoin de soins au début, mais plus tard, c'est eux qui prendront soin de nous.